Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au sixième numéro de votre émission N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui avec nous pour débattre de l'actualité de la gouvernance et des élections, M. Amadou Touré. M. Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. M. Touré, sans plus tarder, j'ai envie de vous demander qui est Amadou Touré. Amadou Touré, c'est tout simplement un patriote malien qui aime son pays, qui a eu une certaine expérience qu'il veut mettre à la disposition de son pays. Un Malien qui croit en l'avenir de ce pays-là. Et Amadou Touré est tout simplement un Malien qui veut contribuer au développement de son pays. Monsieur Touré, vous avez été le premier responsable de l'Union internationale des télécommunications, une organisation très importante. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté et quel a été votre apport pour le Mali? Écoutez, quand je prenais la tête de l'Union internationale des télécommunications, les technologies de l'information et de la communication avaient un niveau très bas en Afrique en général. Le taux de pénétration du téléphone en téléphonie était de l'ordre de 5%. Et quand je quittais, c'était de l'ordre de 70%. Et donc, beaucoup de progrès ont été faits, surtout dans le progrès fait sur le domaine technique de la pénétration téléphonique, mais aussi sur le domaine de la mentalité. Les Africains se voyaient maintenant en une partie entière de la technologie de l'information et de la communication. Il y a plus complexe là. C'était plus une technologie à la disposition des pays développés tout simplement. Mais maintenant, les pays africains peuvent en prendre les meilleurs profits. Mais ce qui est important pour moi, c'est les opportunités de création d'emplois pour cette jeunesse-là. La jeunesse africaine qui peut s'épanouir, inventer, créer, et donc qui peut être au même niveau que tous les autres continents. Et donc c'est surtout cette opportunité-là, et c'est ça que je voudrais mettre à la disposition de mon pays. Je crois que les technologies de l'information et de la communication sont très peu développées au Mali ici. Du moins, toutes les potentialités ne sont pas exploitées. J'aimerais voir ici, par exemple, la création d'emplois pour les jeunes. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés et des centaines de milliers d'entrepreneurs qu'on peut avoir avec de nouvelles entreprises dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment faire briller notre pays encore. Donc je vois ça comme un tremplin. Vous savez très bien que les technologies de l'information et de la communication sont aussi un outil pour tous les autres secteurs. Donc on va pouvoir développer tous les autres secteurs en même temps. Certainement. J'ai envie d'inverser la question. Sans langue de bois, quel a été l'apport du Mali quand vous avez accédé au secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications? Non, mais le Mali m'a soutenu sur tous les plans. C'est pourquoi je dis toujours je dois tellement à ce pays-là. Le Mali d'abord m'a formé. Mon éducation a été faite ici et ensuite j'ai bénéficié d'une bourse malienne. Je dois tout à ce pays-là. Et vous ne pouvez pas être élu aussi dans le système des Nations Unies sans être soutenu par votre pays et sans qu'il y ait une campagne vraiment de très haut niveau, ce qui a été fait. Mais une fois élu, vous devez vous battre aussi pour prouver cela et puis faire honneur à votre pays. Je sais que si je réussissais, pardon, on parlerait bien de moi. Mais le cas contraire, ce serait le Malien, l'Africain, le Noir. Et donc, je savais que cela était un grand challenge. Donc, à cause de cela, je me suis discipliné pendant toute ma carrière et j'avais la formation professionnelle nécessaire pour cela et donc je n'ai eu aucun problème. Et mes 4 mandats successifs au sein de l'Union internationale de télécommunications se sont très bien passés. Le Mali n'a pas fait un grand usage des technologies de l'information. Oui, on pourrait faire mieux, hein, parce qu'en tant que professionnel, je me dis qu'on peut toujours faire mieux, mais il y a eu des grands pas qui se sont faits. Mais en tant que professionnel, est-ce que ces freins-là ne sont pas dus à la mauvaise volonté politique? Vous savez, le développement, pardon, tout programme de développement est lié d'abord à une politique mise en place et à une gouvernance. Donc la réglementation qui devait être mise en place n'a pas été faite au bon moment. C'est un jeu d'échecs. Hein. Il faut non seulement une réglementation, mais aussi il faut des stratégies de développement. En même temps, mettre ensemble des programmes qui peuvent stimuler le développement, ce qui n'a pas été fait dans tous les cas. Bon, cela est dû en majeure partie au changement à la tête des départements.
Vous savez, si un département change de tête tous les 2 ans, et ça ne va pas. Et on a eu malheureusement ces dernières années des remaniements ministériels, des nouveaux gouvernements chaque année, une fois par an. Donc cela ne donne pas une très grande stabilité. Je crois que c'est surtout dû à cela. L'instabilité. Parce que dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, nous savons que la technologie est déjà là à notre disposition. Elle avance tous les jours. Maintenant, il faut faire une réglementation qui est adaptée à cette technologie pour qu'elle soit appliquée. Il faut aussi mettre en place des projets et des programmes qui peuvent faire un meilleur usage de tout cela. Il faut étudier le marché et voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt du consommateur. C'est pourquoi les autorités de régulation vont à décider d'avoir une deuxième licence de téléphonie mobile ou une troisième licence ou une quatrième, selon un timing qui est en fait étudié sur la base du marché. Est-ce que la qualité de service monte? Est-ce que la couverture nationale monte? Est-ce que les prix baissent, les coûts baissent pour les consommateurs? Si un de ces trois facteurs va dans la mauvaise direction, vous devez décider les actions réglementaires qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire cela. Ceci dit, il faudra aussi inventer des outils qui vont pouvoir jouer un rôle de catalyseur. Je donne un exemple. Si nous décidons d'informatiser toutes les déclarations d'impôts ou de douane, nous allons créer des centaines de milliers d'emplois parce que toutes les petites et moyennes entreprises vont employer des jeunes diplômés qui vont faire cela chez eux. Ça peut aussi être source d'amplification des ressources. Non, encore plus. Vous allez augmenter le taux de recouvrement qui est très bas aujourd'hui. Vous allez aussi éliminer carrément la corruption parce que vous diminuez le contact physique entre les employés de l'État et les consommateurs. Et donc, il y a plus de transparence et beaucoup plus de progrès. Je confirme ce que vous dites. Je pense que le Sénégal, en tout cas relativement au Mali, le Sénégal est vraiment en avance sur ce plan. C'était une petite parenthèse. Monsieur Touré, vous vous lancez dans la course à Koulouba sous le label d'une alliance dénommée Kaira. Pouvez-vous nous en dire plus? L'alliance Kaira, c'est une alliance tout simplement qui veut faire la différence. D'abord, amener les débats au centre, centrer les débats autour des questions qui intéressent la population aujourd'hui, qui est le chômage des jeunes, qui est les questions de santé, l'alimentation et l'éducation, le niveau d'éducation qui est très bas aujourd'hui dans notre pays, mais aussi sur les questions de gouvernance. C'est des questions que nous avons lancées sur la table, on veut les discuter. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes d'un avis différent, vous êtes vu comme un opposant, vous êtes vu comme... alors que nous voulons contribuer au débat dans ce pays-là. Vous venez de me tendre la perche. Il y avait une question relativement à cet aspect-là. Nous, au niveau du réseau Akili, nous sommes en partenariat avec les studios Tamani, le groupe Renouveau, bientôt avec d'autres structures médiatiques, on va dire. Nous essayons de planter, on va dire, les décors d'un débat contradictoire entre les candidats. Seriez-vous prêt à venir débattre contradictoirement de votre projet de société avec les autres candidats à la course pour Koulouba? C'est pourquoi je suis là déjà. D'abord, j'apprécie ce que vous faites parce que il est temps que les médias nous essaient de ramener les politiciens sur les thèmes principaux qui concernent le pays aujourd'hui. Il est temps qu'on cesse des débats de très bas niveau, en tabla. Ce sont des choses qui les observateurs internationaux qui nous regardent ne comprennent rien du tout. Et on se dit, c'est ça le Mali que nous connaissions? Non. Et il faut donc relever le niveau des débats. Je serai donc prêt à venir discuter parce que c'est de la friction que sort la lumière, comme on le dit. Exactement. Et il faut que la presse joue son rôle de façon indépendante pour pouvoir entendre les avis et disséminer ces informations-là. Donc, j'apprécie beaucoup cela. Merci à vous, vous nous confortez dans notre position. Monsieur Touré, hier, vous avez participé à l'animation d'un point presse d'un mouvement dénommé les bâtisseurs. En quoi ça consiste et quel est l'objectif de ces mouvements-là? Nous avons vu que les débats actuels entre l'opposition et le pouvoir en place et autour de personnes qui ont toujours travaillé ensemble, en fait, d'ailleurs, donc qui ont tous fait partie du problème et qui ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là aujourd'hui.
Et les mêmes solutions vont ramener les mêmes ingrédients vont amener les mêmes solutions ici. Et donc, nous pensons qu'ils ne peuvent pas remédier à nos problèmes. Et aussi, nous avons vu qu'il n'y a pas de débat entre eux. D'ailleurs, ces débats, comme je l'ai dit, de très bas niveau. Nous voulons rehausser ce niveau-là. Nous voulons apporter des solutions sans critiquer. Nous voulons qu'on dise ce qu'on va faire au Mali ici dans le domaine de la santé. Nous voulons ce qu'on va faire pour industrialiser notre pays. Ce que le consommateur veut aujourd'hui, ce n'est pas des statistiques où on va lui dire que le Mali a eu un taux de 5%. Combien ils gagnent? C'est ça qui intéresse. Exactement. Est-ce qu'ils ont à manger pour leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent payer l'école de leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent payer les médicaments aujourd'hui? Quel est le niveau de nos hôpitaux aujourd'hui du point de vue infrastructure et tout, et médecins, et formation? Et ça ne va pas. Et je suis désolé de voir à chaque fois la queue devant l'hôpital Gabriel Touré, et alors que notre élite va se soigner à l'extérieur. Exactement. Et donc, c'est des questions qu'il faut débattre. Et il ne faut pas que les gens prennent ça comme des critiques. Nous voulons tout simplement participer au débat. Il faut reconstruire ce pays-là. Et le problème de notre pays, justement, c'est la malgouvernance et l'inacceptance de cette malgouvernance-là. On ne veut pas reconnaître le mal. Comment voulez-vous guérir un malade s'il ne reconnaît pas qu'il est malade? Et surtout que tout pouvoir en place aurait pu vraiment très sincèrement participer à ces débats-là de façon sincère, parce qu'ils ne sont pas forcément à l'origine de ces mots-là. Ils l'ont aggravé, certes, mais ces mots-là ont été là depuis longtemps. Et donc, mais reconnaissons-les et essayons de trouver des solutions ensemble pour avancer. Mais c'est ça le problème. Et c'est pourquoi nous avons créé cette alliance des bâtisseurs pour recentrer les débats. Nous avons des débats contradictoires souvent entre nous, de façon très collégiale. Ce n'est pas une compétition, c'est une compétition. La coopération dans la compétition. Et ça, j'apprécie cela beaucoup. Nous voulons rehausser le niveau de débat. Nous voulons être avec le citoyen malien. Nous nous mettons à leur place. Nous sommes des citoyens maliens d'ailleurs. Et donc, cette force qui vient va être une force gagnante en fait. C'est cette force qui va gagner les élections. Parce que ce qui intéresse le citoyen aujourd'hui, ce n'est pas des débats personnels. Et ce qui les intéresse, c'est comment avoir de l'eau, comment avoir accès à des routes. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez dans la région de Caille, on parle beaucoup du Nord. C'est vrai, ça a été négligé. Mais le Sud est aussi négligé. Et l'Est et l'Ouest. Vous allez vers des mines de... Le problème est général. Ce problème est général. Ça a été un problème de sous-développement. La crise malienne, c'est un problème de sous-développement. Et il faut attaquer le mal à la racine. Il faut développer le pays. Il faut qu'on ait une usine au moins dans chaque région, que dans chaque ville. Et regardez, on est dans la saison des mangues ici. Où est-ce qu'il y a une seule usine de jus de mangue? Il y en a ou pas. De conservation? C'est très dommage. Et c'est dommage. Depuis l'indépendance, on n'a pas pu faire ça. Quand on est au XXIe siècle, avec toute la technologie qui existe aujourd'hui, il est très facile, avec de la volonté politique, de procéder aux transformations, on va dire, sur place. Absolument. Et ça va faire une grande conservation, ça va faire le gâchis aujourd'hui. Pendant la période des mangues, c'est terrible. Et à chaque saison de fruits particuliers, il y a un gâchis. Il faudrait faire ça. La transformation de nos produits au niveau local ne se fait pas. Notre coton est exporté souvent avec sa graine. Il y a une petite partie qui est traitée ici, alors que c'est une de nos plus grandes richesses. Le coton nous permet non seulement d'avoir de la fibre pour les tissus, mais aussi la graine sort de l'huile, sort du savon et devient un aliment bétail. Alors qu'au mois d'avril-mai, nous savons tous que les Peuls et les Bambara vont s'entretuer dans le Massina par manque d'aliments pour leur bétail. Alors que notre graine est en train de partir. Mieux,
cette graine-là va nourrir les vaches dans les autres pays et on importe le lait en poudre. C'est grave. C'est très grave. Alors, il faut que nous attaquions ces problèmes-là. Et nous sommes le premier producteur africain de coton, mais nous importons la friperie encore. Qu'est-ce que c'est que la friperie? C'est des habits dont les autres sont fatigués. Alors, et on importe cela. Et nous exportons notre coton, nous sommes le plus grand importateur aujourd'hui de basin. On ne le fait pas ici. Qu'est-ce qui nous arrive, voyons? Et mieux, et pire encore, vous avez un malade aujourd'hui qui doit subir une opération, vous devez acheter du coton. Le coton hydrophile que vous allez acheter à la pharmacie ne vient pas du Mali. Exactement. C'est du coton importé, notre coton qui a été traité ailleurs. Le paradoxe. Qu'est-ce qui nous grave? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est très grave. Et donc, je trouve qu'il faut apporter les solutions locales, il faut les analyser de façon très systématique et puis on va trouver les solutions ici. Et tout ça, ça va créer des emplois. Surtout cette jeunesse-là qui se promène, qui n'a rien à faire, qui boit du thé en longueur de journée parce qu'elle n'a pas de travail. Et elle se radicalise, c'est ça le danger. Idéologiquement... Oui. Et évidemment, c'est une bombe à retardement, une jeunesse qui ne travaille pas. Hein, tout gouvernement a intérêt à trouver du travail pour sa jeunesse, bien la former d'abord, sur tous les plans. Et la formation n'est pas seulement la formation universitaire, mais la formation professionnelle. On peut réformer les gens selon des nouvelles professions qui arrivent. Et le système éducatif n'est pas adapté aujourd'hui à l'avenir. Aujourd'hui, nous devons investir dans les 20 prochaines années. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'école? On n'a même pas un certain nombre de programmes qui seront adaptés dans 20 ans. Vous n'avez pas une matière telle que le codage, qui est le langage de la programmation, qui est le langage de l'intelligence artificielle, que l'on apprend aujourd'hui, parce que c'est ça le langage qu'on va parler demain. Et nos enfants ne le parlent pas, ils seront des illettrés. Et donc, ça, c'est des choses à prévoir, bien que l'impact ne sera pas visible aujourd'hui, mais on doit le commencer dès le jardin d'enfants. Alors, donc, il y a un certain nombre de solutions à apporter à nos problèmes, et personne d'autre ne va le concevoir pour nous. Nous avons tendance toujours à aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour nous concevoir nos programmes de développement. Comment peuvent-ils trouver nos problèmes? D'autant plus qu'ils ne connaissent pas nos réalités. Ils ne les connaissent pas, et nous avons les Maliens qui sont partout dans le monde entier, qui sont en train d'aider. Je viens tout le temps à dire que les Maliens sont tellement intelligents et tellement brillants que la somme est inférieure au total. Parce que pris individuellement, on est tous brillants, mais quand on nous rassemble, et ça c'est une réalité, mais c'est un phénomène de société, c'est un phénomène structurel, un phénomène culturel qu'il faut changer. Mais pour le changer, il faut d'abord le reconnaître et trouver des solutions. Ce n'est la faute de personne, voyons. Faisons des débats contradictoires sur ce domaine-là sans nous énerver. Ce n'est la faute à personne. M. Touré, c'est très important ce que vous venez de dire. Nous sommes dans la même logique. Pour revenir à l'Alliance Les Bâtisseurs, selon nos investigations, on a appris que cette alliance a pour objectif de présenter une candidature unique pour les élections. Est-ce que l'information est vraie? Si elle l'est, est-ce que les uns et les autres sont prêts, on va dire, à l'instant T, à mettre de côté leur ego et mettre le Mali en avant? Est-ce que ce sera le cas? Parce qu'on a vu beaucoup d'alliances se créer et à la dernière minute, lorsqu'il s'agit véritablement d'entrer dans les choix de la personne qui sera désignée comme candidate, on va dire, les alliances s'effritent. Chacun va de son côté. Est-ce que l'Alliance des bâtisseurs sonne comme un effet d'annonce? Nous essayons d'être réalistes. Nous savions que chacun avait déjà une structure mise en place, avait tout un peuple derrière lui et auquel ils ont promis d'aller se présenter. Et donc, ce n'est pas facile de changer de décision immédiatement, mais nous avons comme objectif commun d'abord de mutualiser nos ressources. Les élections, ce n'est pas que l'élection, il y a aussi le suivi des élections, toute une logistique. Il y a 23 000 bureaux de vote. Il faut un assesseur, un représentant dans ces bureaux de vote-là pour s'assurer de la transparence et du traitement équitable de nos voix. Et donc, on peut le faire ensemble. Déjà, ça fait une économie d'échelle. Et deuxièmement, on s'est dit, essayons idéalement d'avoir un seul candidat, sinon un nombre réduit de candidats, ce qui va augmenter les chances de ce groupe-là.
Et on s'est dit que ce groupe-là, dans ce groupe, la personne qui arrivera au deuxième tour, eh bien, nous allons systématiquement nous aligner derrière cette personne-là pour faire gagner. Et ça, ce groupe-là va donc gagner ces élections parce qu'il n'y a pas d'animosité entre nous. Nous essayons de faire des débats de façon réaliste. Et le moment venu, on va prendre les décisions dans ce sens-là. Et je sais qu'il y a un respect mutuel qui nous permettrait vraiment de pouvoir avancer. Surtout, il y a une certaine confiance. Une confiance les uns aux autres. Vous savez, ce qui a toujours fait échouer les débats ou les négociations dans ce pays-là, c'est quand il n'y a pas de confiance entre les interlocuteurs. C'était le cas pendant les négociations de paix. Il n'y avait pas de confiance entre le gouvernement et l'autre camp. Et donc, les discussions n'étaient pas des vraies discussions, c'était des monologues. C'était des monologues. Et donc, il n'y a pas une confiance mutuelle. Et c'est pourquoi chacun tirait la couverture de son côté. En réalité, on s'est retrouvés, ça me fait venir à l'accord d'Alger, qui ne bouge pas aujourd'hui parce qu'il y a des blocages, parce qu'on a négocié des choses qui on sait ne sont pas réalisables, tout simplement parce qu'on n'a pas confiance à l'autre camp. C'est des choses qu'il faut remettre en place. On est tous des Maliens, nous pouvons discuter, nous pouvons nous retrouver, nous pouvons avoir une confiance ensemble. Mais quand le pouvoir doit toujours donner l'exemple. Et c'est pourquoi, moi, dans mon manifeste, j'ai dit que je veux faire un leadership par l'exemple. Quand vous parlez de lutte contre la corruption, vous devez prouver vous-même que vous avez une tolérance zéro pour vous-même. Quand vous parlez de gouvernance, vous n'allez pas faire des pratiques contre cela vous-même. Et vous allez vous engager à déclarer vos biens dès votre élection. Et vous allez engager vos ministres aussi à le faire. La déclaration, elle est là, mais elle est nominative et beaucoup sont contre. Parce que la déclaration, elle est nominative et elle n'est pas publiée, en fait. Elle n'est pas portée à la connaissance du citoyen en général. La déclaration, elle est faite au niveau de la Cour suprême et ça s'arrête là. Oui, cela est à débattre. Je ne suis pas contre cela, pourvu qu'il y ait une déclaration. Mais on sait qu'il n'y a pas de déclaration aujourd'hui pour certaines personnes. Et on ne peut pas faire de parti pris. Il faut que tout le monde soit logé dans la même enceinte, aussi bien du président jusqu'à tous ses ministres et toutes les personnes qui sont nommées par décret doivent être passées par ce filtre-là. J'ai dit ça parce que le problème s'est posé avec la mise en place de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Les fonctionnaires étaient assujettis à une loi qui stipulait qu'ils devaient déclarer leurs biens. Et ces fonctionnaires sont partis en grève avec comme prétexte que et le président et les ministres n'avaient pas fait de déclaration. La loi ne concernait pas ces catégories de personnes-là. Absolument. Donc, à la fin, on a laissé tomber la mise en application de la dite loi, raison pour laquelle j'avais évoqué cet aspect-là. Donc, pour que ce soit efficace, je pense que les plus hauts responsables doivent emboîter le pas, doivent donner l'exemple comme vous l'avez dit. Entre nous, est-ce que cela devrait être même une condition posée par les citoyens? C'est le président qui doit lui-même faire ça de façon volontaire pour donner l'exemple. Et donc, il ne faut pas défendre ses ministres ou sa famille. Il faut montrer la transparence totale. Exactement. Et moi, je pense que c'est quelque chose que sur lequel nous reviendrons. C'est seul par des actions de ce genre-là qu'on peut instituer un code de conduite, qu'on peut instituer une bonne gouvernance dans le pays et qu'on peut vraiment donner une justice sociale. La justice sociale est très importante dans le pays. Non seulement elle est importante, la justice elle-même, mais même l'apparence de justice est aussi importante. Parce que un président peut ne pas avoir à déclarer ses biens sans faute, parce que la personne n'a peut-être commis aucun crime, n'a aucun bien illicite ou quoi que ce soit. Mais le fait de ne pas le faire donne une apparence de cacher quelque chose. C'est tout simplement cela. Et quand on le demande et quand on l'exige, ce n'est pas parce qu'on veut acculer cette personne-là, qu'on veut accuser cette personne-là, qu'on est contre cette personne-là. C'est ça que je ne comprends pas dans les débats. Monsieur Touré, nous ne le comprenons pas aussi à notre niveau, nous ne le comprenons pas. Avec tous les mots qui minent ces pays-là, pensez-vous pouvoir impacter sur les choses et amorcer les changements tant entendus? Si oui, comment?
Nous allons gagner ces élections et nous allons, dès le premier jour, montrer des actions concrètes qui vont faire que les gens vont avoir confiance. La confiance va revenir. Le Malien va se remettre au travail. Le Mali est un peuple de travailleurs. Les gens sont très fiers. Ils veulent gagner leur vie sur leur propre sueur. Et nous, en donnant l'exemple dès le premier jour, nous sommes convaincus que cela va se passer dans ce pays-là. Dans les zones rurales, les gens ont besoin d'eau aujourd'hui. Il n'y a pas de route pour accéder des coins c'est incroyable, qui, depuis l'indépendance, qui sont isolés. Et ces populations souffrent. Il faut trouver des solutions à cela. Il ne faut pas attendre seulement la veille des élections pour promettre de construire des routes. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour venir les asperger d'argent et penser que cela va soigner leurs maux. Tout l'argent qui est en train d'être pompé aujourd'hui dans les élections, est-ce que si on avait investi cet argent-là depuis 4 ans, dans les services sociaux de base, est-ce qu'on n'aurait pas remis ce pays-là sur pied? Est-ce qu'il y aura même question de débat pour les élections, pour réélire un président? C'est ça le problème. Est-ce que si nos militaires étaient bien traités, bien équipés et avec une bonne idéologie, parce qu'aujourd'hui nos militaires ne savent même pas pourquoi ils se battent, est-ce qu'on arriverait à ce niveau-là? Est-ce que nos militaires qui meurent sur le terrain, ils sont enterrés sur le lieu de leur décès, de façon sommaire, sans salut militaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui se sont tués pour nous. Pire encore, leurs familles se retrouvent dans des situations précaires une fois leur disparition. Et encore pire, ceux qui sont blessés sont remis à leur famille. C'est incroyable. Nous avons des fonctionnaires de ce peuple-là qui ont été tués à Kidal, à qui on a rendu aucun hommage. Qu'est-ce qui se passe? Quel pays nous sommes? Ce pays ce grand pays de Soundiata Keïta. Le gouvernement actuel pense tout le contraire. Le gouvernement actuel, dans le rang de leur réalisation, met surtout en avant les avancées dans le domaine militaire. Et ils disent qu'il y a eu des lois aujourd'hui qui assurent une certaine pérennité financière aux familles de militaires, on va dire, tués sur le champ de l'honneur. C'est très récent. Il y a eu des pas qui sont faits. Il faut toujours reconnaître certains pas qui sont faits. On les reconnaît, c'est très bien. Mais encore, il faut aller encore plus loin. Nos militaires ne sont pas très bien équipés. Nos militaires ne sont pas suffisamment... on ne sait même pas le nombre de nos militaires aujourd'hui. C'est une mauvaise gouvernance. Il faut le corriger. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, donc ils ne doivent pas se sentir critiqués pour cela. Ils doivent tout simplement chercher les solutions et ensemble. Il n'y a aucun problème à cela. Et encore, cela revient aussi à une décentralisation. Je l'ai proposé dans mon programme. Une décentralisation assez nette, surtout à la tête. Comment voulez-vous à Ségou nommer un gouverneur qui vient de Tombouctou ou vice-versa? À Tombouctou, vous nommez un gouverneur qui vient de Caille ou de Sikasso. Mais qu'est-ce qu'il connaît de cette ville-là? Il va passer une année à apprendre la culture, la langue, les habitudes. Une année perdue. C'est logique. Le gouvernorat devient une école pour ce gouverneur-là. La même chose quand vous nommez des ministres qui n'ont rien à voir avec le domaine où ils sont le ministre. Vous mettez à la tête du ministère des technologies de l'information et de la communication quelqu'un qui est de l'agriculture ou autre, ou un juriste. C'est sûr qu'il passera au minimum 6 mois à apprendre, à voir, à apprendre et peut-être à amorcer quelque chose. Écoutez, le premier jour de leur prise de fonction, ils ont tous, la majorité ont cette mauvaise habitude, je dis une mauvaise habitude, de réunir le secrétariat et de leur dire de façon humble, une façon de prouver qu'ils sont humbles, écoutez, moi je suis là pour apprendre, je compte beaucoup sur votre collaboration. Je suis désolé, un ministère n'est pas une école pour apprendre. Quelqu'un doit être là qui a une vision correcte de ce qu'il veut faire.
Cette vision-là peut être partagée ou pas. Cette vision, vous pouvez être d'accord avec ça ou pas, mais il doit avoir une vision. Donc vous êtes contre la politisation des départements ministériels? Évidemment, évidemment. On peut mettre des politiques, mais dans le cadre de leur spécialisation. Il n'y a aucun problème à cela. Mais je suis contre aussi le cumul des fonctions. Vous ne pouvez pas être dans une fonction politique hautement ailleurs et puis faut faire autre chose. Le cumul de fonctions ne donne pas de bons rendements. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Et aussi, c'est le manque de rendement surtout, pour moi, qui n'est pas là. Comment vous allez passer... Cette fonction-là demande une énergie 24 heures sur 24. Et si vous devez passer la moitié sur un autre projet, ça ne passe pas. Difficilement. Vous me tendez encore la perche. On va revenir à l'aspect gouvernance. Que pensez-vous du mode de gouvernance actuel en Afrique, de manière générale, et du Mali en ce qui nous concerne? Selon vous, quelle doit être, on va dire, la place du citoyen dans l'organisation et la direction des affaires publiques? Non, je ne veux pas me hasarder à entrer dans le cadre africain en général, parce que je ne veux pas critiquer les autres. Je veux parler de chez moi-même, et je le fais pas par critique, mais tout simplement comme contribution. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. La gouvernance aujourd'hui est reléguée dans notre pays à un niveau le plus bas, mais c'est parce que nous avons mal amorcé la démocratie dès le départ. Et nous avons eu pendant presque 20 ans un maquillage de notre démocratie. On avait un semblant de démocratie alors que ça n'avait aucune fondation. Et donc, on s'est menti à nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous y revenons tous. Au Mali en particulier, on s'est voilé le visage depuis 1968 en fait. La majorité, je dis surtout nous les intellectuels, et je le dis très souvent, les intellectuels se sont dégagés de la politique. Il y a une certaine suffisance quelque part. Non, ce n'est pas une suffisance. C'était tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas collaborer avec une junte militaire à l'époque. Nous pensons que des coups d'État ne pouvaient pas résoudre les problèmes d'un pays. Et donc, ils se dégageaient automatiquement. Mais ils ont eu tort. Comme moi, nous avons eu tort de nous dégager de la politique. Parce que ne pas faire de la politique aussi, c'est une politique. Et c'est de la mauvaise politique. Et vous vous retrouvez en train d'être gouverné par des gens qui n'en valent pas la peine. Certainement. Et en tout cas, qui n'apportent pas les solutions à vos problèmes. Et donc, si vous ne faites pas partie du débat, eh bien, vous ne pouvez pas vous plaindre. Et donc, il y a la plupart des intellectuels qui ont eu cette attitude-là. Chacun de nous était activiste quand nous étions étudiants. Jusqu'à l'âge de 20 ans, si vous n'êtes pas révolutionnaire, d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais évidemment, si vous continuez à être révolutionnaire, à mon âge encore, ça ne va toujours pas. Hein? C'est certainement. Donc, c'est les phénomènes. Nous sommes passés par ces phases-là. Et donc, il faut amener cette jeunesse-là et leurs aînés ensemble pour qu'il y ait des débats, que ça continue. Parce que ce débat de ces jeunes révolutionnaires est très important. Il faut les écouter. On a vu récemment des très grands mouvements de jeunes, beaucoup de mouvements de jeunes qui se sont développés. C'est très bien. Parce que ça permet de tirer la sonnette d'alarme. Pour faire le parallèle, je pense que la révolution numérique, notamment les réseaux sociaux, y est pour quelque chose. Ah oui, quel outil merveilleux. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de ne pas cacher un certain nombre de choses. Donc, ça nous permet de faire passer l'information à tous les niveaux. Et ça fait beaucoup de pression d'ailleurs sur vous, la presse, parce que vous êtes obligé d'être plus transparent qu'il ne le faut d'habitude. Et vous êtes obligé d'aller vite, parce que l'information va vite. Et sinon, vous ferez doubler par les autres. Certainement. Les réseaux sociaux ont ce phénomène de faire une stabilisation dans notre société. Mais il faut bien l'utiliser, parce qu'il y a un phénomène culturel. Il faut savoir garder son identité culturelle, l'identité culturelle malienne. Mais pour cela, il faut un concept déjà au sommet, pour que dans tout le système éducatif, le système d'information, que la population sache que tout ce que vous voyez sur le net aujourd'hui n'est pas forcément vrai. Vous savez, la société est passée par plusieurs phases. Dans les années 1800, c'était tout ce qui est dans les journaux, c'est ce qui est vrai. Ensuite, quand il y a eu l'invention de la radio,
après 1865 et autres, eh bien, tout ce qui est dit à la radio est vrai. Ensuite, c'était la télé, ce que vous voyez à la télé est vrai. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur le net qui est vrai et qui peut être créé par n'importe qui et à tout moment. Mais ça a ses dangers aussi parce que tout n'est pas vrai, malheureusement. Certainement, il y a beaucoup de fake news. Il faut cultiver la société, il faut éduquer la société dans ce sens-là pour qu'elle se rende compte aussi des avantages et des inconvénients, des vulnérabilités potentielles et les protéger contre eux-mêmes en réalité, parce que c'est ce mal-là, vous pouvez le créer vous-même. Certainement, et c'est très important. Monsieur Touré, si vous devez noter aujourd'hui l'état de la démocratie au Mali, vous donnerez quelle note? De 92, de l'avènement de cette démocratie-là aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, vous donnerez quelle note? Nous avons depuis 90 cru à une vraie démocratie. Et comme je l'ai dit, c'était un maquillage. Donc cette démocratie-là n'a pas été vraiment ce qu'il fallait. Ça a été perçu comme l'anarchie. Certains voyaient cette démocratie comme une liberté qui veut dire je peux faire tout ce que je veux, alors que ma liberté s'arrête là où votre liberté commence. Certainement. Vous voyez de 1960 à 1968, pendant le régime de Modibo Keïta, nos rues étaient propres, on faisait ce qu'on appelait l'investissement humain. Et le dernier dimanche du mois, tout le monde sortait pour balayer les rues. Moi, j'ai une éducation populaire. Moi, j'ai grandi à Ségou. Quelle belle ville dans les années 60. Il y avait des flamboyants avec des fleurs rouges partout dans la ville. C'était très propre. Quand un voisin avait son mur qui est cassé, on le construisait en moins de 30 minutes avec des tambours battants ce jour-là. Et il y avait une solidarité. Vous comprenez? Et aujourd'hui, regardez l'état de nos rues, regardez l'état des déchets dans la rue, des déchets plastiques. Personne ne les touche parce que ce n'est l'affaire de personne. Mais nous devions... parce que à cause de la démocratie, non, je suis libre, je n'ai pas besoin de faire ça. Alors que c'est notre propre environnement qui est en train de se dégrader. Voilà des problèmes qu'il va falloir amener. Il faut retourner à l'éducation civique pour que le Malien se sente réellement malien, pour que quand vous entendez l'hymne national sonner, chanter, que ça vous donne la chair de poule, que vous ayez une passion pour ce pays-là. Cela n'existe plus. Et il n'y a pas une idéologie commune qui nous unit aujourd'hui dans le pays. Que faut-il faire pour ça? Très bonne question. Il y a des émissions régulières, des messages réguliers que le chef de l'État doit faire. Une fois par mois au moins, des slogans qui doivent être communs à nous, qu'on doit partager, des valeurs communes. Ne pas simplement le faire à l'heure du journal parlé, quand on veut faire l'éloge d'une seule personne ou d'un parti. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous voyez à la télévision nationale des avis discordants aujourd'hui? Parce que si vous avez un avis différent, évidemment, vous ne passez pas à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi le Mali, là, c'est pour nous tous. La télévision nationale, c'est l'argent du contribuable malien. Et nous devons avoir des avis différents afin de pouvoir enrichir nos débats. Comme je l'ai dit, c'est de la friction que sort la lumière. Et donc, votre question, le niveau de la démocratie au Mali, je vous donne une note 5 sur 20. 5 sur 20. Nous n'avons pas la moyenne. Non, Monsieur Touré, nous arrivons à la fin de l'émission, il ne nous reste que 5 minutes. Quel message avez-vous à l'endroit du peuple malien? Non, je veux tout simplement dire que j'ai confiance aujourd'hui. Le Malien a atteint un niveau où on ne peut plus le berner. Et ça, j'en suis fier. Pendant le temps, depuis le mois de juillet dernier, que je sillonne le Mali, je me suis rendu compte que les Maliens sont fiers. Et j'ai eu l'expérience ces dernières semaines quand je cherchais les parrainages pour ma candidature d'ailleurs, parce que certains se disaient que comment je pourrais, moi qui ai une tolérance zéro pour la corruption, comment je pourrais avoir des parrainages sans avoir à corrompre les gens. Justement, quand on sait que les députés monnaient les parrainages. Et je vais vous dire, j'ai des parrains qui me l'ont dit et le répété, nous ne le faisons pas pour toi, nous le faisons pour nous-mêmes, nous ne le faisons pas pour de l'argent.
Et ça m'a plu. Ça me dit que le Mali est prêt aujourd'hui. Et donc, il y a encore des Maliens honnêtes dans ce pays-là. Et avec eux, on va changer. Ceux qui se sont égarés à un certain moment, on a toujours la chance de les ramener. Et je suis sûr que quand nous allons gagner ces élections-là, on va organiser des conférences nationales au niveau régional d'abord, ensuite, qui va se culminer par une conférence nationale qui va ramener chacun à reconnaître ses torts et puis à se pardonner mutuellement et essayer de trouver un nouveau moyen pour qu'on avance. Parce que dans ce monde-là, si vous n'avancez pas, vous reculez. Et on ne peut pas donner le temps au temps. Le Malien a besoin de développement. Le Malien a soif de connaissances. Le Malien veut avancer. Les jeunes veulent du travail. Les femmes veulent, dans les zones rurales, veulent avoir des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. L'école a besoin d'un meilleur rendement aujourd'hui, d'une meilleure formation. Dans notre temps, quand nous allions étudier à l'extérieur avec des bourses, on était les meilleurs étudiants. Aujourd'hui, le niveau de l'éducation est tombé plus bas. Et donc, j'ai confiance. Les besoins de ce pays-là, nous allons les mettre sur la table et on va les débattre. C'est pourquoi le programme politique que nous sommes en train de mettre en place, en fait, est un programme qui est élaboré dans chaque région au moment de nos visites, en collectionnant leurs besoins. Et nous leur disons, c'est des choses que nous allons réaliser ensemble et non pas des choses que je vous promets pour vous le faire. Et donc, j'ai beaucoup confiance en ce peuple malien-là et je leur dis vraiment d'exercer le pouvoir qu'ils ont. Le seul pouvoir que le peuple a, c'est le droit de vote. La souveraineté. La souveraineté. Et qu'il exerce ce rôle-là assez bien le 19 juillet prochain. Donc je peux dire que vous êtes très confiant et très optimiste quant à l'avenir de ce pays. Je suis confiant de pouvoir gagner ces élections d'abord. Et ensuite, parce que j'ai confiance en l'avenir de ce pays-là, c'est pourquoi je me présente. Et je sais que nous avons des solutions. Et nous allons discuter avec tout le monde, toutes tendances confondues, avoir les solutions nécessaires pour pouvoir remettre notre pays sur les rails. M. Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bonne chance pour les élections. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Aujourd'hui, au niveau du réseau Akili, nous ne voulons pas faire ce qui a été fait jusque-là. Nous voulons asseoir les bases d'un débat contradictoire entre les candidats et nous y arriverons avec leur contribution, Inch'Allah. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.